Merci, M. Marissette, puisque vous m'avez cité. Je vais vous répondre. Je suis triste de constater que vous n'arrivez pas à faire la différence entre des résultats antérieurs d'une entreprise et des résultats annuels d'une entreprise. Lorsque nous avons trouvé le trou d'impayé de 230 millions, il a fallu que nous prenions toute une série de mesures restrictives année après année sur les dépenses en particulier. Et les satellites ont bien souffert par rapport à vous, parce que nous avons dû faire des coupes sombres pour diminuer les dépenses et pour sortir des résultats positifs année après année pour éponger les dettes que vous nous avez laissées. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors ne mêlez pas des résultats antérieurs que nous devons justement éponger par les efforts que nous faisons chaque année pour sortir un budget excédentaire pour éponger les dettes que vous avez laissées. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut expliquer la comptabilité, M. Marissette. Quand vous avez des difficultés antérieures, votre devoir, c'est de prendre des mesures pour diminuer les dépenses, sortir une épargne pour éponger le trou financier que vous avez laissé. Et nous, aujourd'hui, entre la période de 2021 et la période où nous sommes en 2024, eh bien, c'est pratiquement un tiers, qu'il ne reste plus qu'un tiers du déficit que vous nous avez laissé en 2021. La chanson d'Alida, parole. Voilà, monsieur Marissette. Alors, ne troublez pas les gens en leur disant qu'ils sont excédentaires et que vous ne voyez pas le déficit. Le déficit est antérieur. L'excédent que vous voyez, c'est un excédent annuel qui est dû aux efforts faits sur les 2 ans pour rattraper, pour éponger le déficit que vous nous avez laissé. Parole. Voilà. Je donne à quelqu'un d'autre la parole, monsieur. Mais ne trompez pas les gens sur la compta. Parole. Eh oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Monsieur Narciso. Merci, Président. Alors, moi, mon intervention, je vais quand même l'orienter sur quelque chose, sur un point important, c'est ce qui nous interpelle dans la manière de présenter ce budget. Alors, j'ai bien entendu ta démonstration, Président, quand tu fais la différence, effectivement, entre les soldes antérieurs et puis le résultat de l'exercice. Effectivement, on nous a toujours appris que le solde final, c'est le solde initial, plus les entrées, moins les sorties, tu me donnes le solde de l'époque. Ça, pas de problème, on est d'accord. Mais je crois qu'il faut revenir quand même à l'historique. Et c'est vrai qu'on l'admet qu'il y a peut-être, oui, je dis bien peut-être, puisqu'aujourd'hui nous ne l'avons pas dans les documents que vous donnez, donc je dis bien peut-être, il y a peut-être des écritures à régulariser. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé la même chose. Rappelez-vous les débats qu'il y avait, mais on ne reviendra pas là-dessus. Parce qu'on dit que lorsqu'on prend l'actif, on prend aussi le passif. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle en gestion. Quand on enseigne l'actif, on prend aussi le passif. Mais on ne viendra pas sur ce genre de débat. Ça dit qu'on assume. Et c'est pour ça que nous l'avons toujours dit, nous devons parler vrai au peuple martiniquais. Parler vrai, pas de démagogie. Nous considérons qu'il y a forcément des écritures, et nous avons eu l'occasion de le dire, que, eh bien, on n'arrive pas à clôturer un exercice de manière absolue. Il y a toujours des écritures à régulariser. Et c'est pour ça qu'en comptabilité, il y a des comptes de gestion qu'on appelle reprise sur écriture antérieure. Tout ça, c'est pour recaser les écritures sur leur période d'exercice. Donc, on ne va pas revenir sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'interpelle, c'est un peu des éléments qui nous préoccupent. Et je le dis avec respect pour ceux qui ont établi ces documents. Quand je dis ceux qui ont établi ces documents, je parle des techniciens qui ont travaillé, qui ont investi un temps, les collègues des commissions qui ont travaillé là-dessus et qui ont fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle là-dessus. Donc je ne mettrai pas en doute le travail qui est fait. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque je m'appuie sur les arguments qui ont été tenus lors du budget primitif 2024, c'était
en mars 2024, le 19 mars 2024. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu que ce projet a été élaboré dans un contexte budgétaire et financier contraint et incertain, marqué par la persistance des tensions géopolitiques, le ralentissement de la croissance, la poussée de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et le durcissement des conditions d'octroi de mer. Voilà ce que j'ai noté lorsque nous avons débattu sur le budget primitif 2024. Et quand je prends le rapport sur le compte administratif 2023, je ne vois qu'un seul argument, la gestion 2023. Eh bien, pour la gestion 2023, le niveau de réalisation a été impacté par la cyberattaque qui a lourdement affecté l'activité. Je me dis que lorsqu'on a bâti les prévisions en 2024, en mars 2024, eh bien, on s'appuyait sur les résultats réalisés en 2023. On avait la parfaite connaissance de la situation. Par conséquent, les arguments macroéconomiques que vous avez évoqués sur le BP 2024 et qui se justifient et qui se tiennent ont brusquement disparu au profit d'une cyberattaque qui vient noyer tout et faire tout disparaître. Ça, je ne comprends pas. Je ne mets pas en doute votre honnêteté là-dessus. Je ne comprends pas. Ça, c'est cette première incohérence qui m'interpelle. La deuxième chose, c'est la cyberattaque semble justifier le fait qu'on n'ait pas réalisé ou bien qu'on ait réalisé un faible niveau d'investissement, des dépenses d'investissement pour 46,7% de réalisation, mais en même temps, ça semble ne pas gêner la réalisation des dépenses de fonctionnement pour 83%. Je ne comprends pas non plus. Si la cyberattaque m'empêche de réaliser des investissements, elle devrait m'empêcher de réaliser des dépenses de fonctionnement. Je suis encore dans une logique. Je ne comprends pas, parce que je n'ai pas tous les éléments. Ce sont des incohérences qui m'interpellent, et là, j'attends qu'on nous apporte des explications. Mais je vais aller encore plus loin. Quand, dans les éléments que vous nous aviez donnés, on avait annoncé un niveau de virement à la section d'investissement en dépenses pour 41 700 000 qui étaient programmés. Et je ne vois pas la réalisation de ce virement. Donc là aussi, ça m'interpelle. Alors je me dis, quelle stratégie vous avez adoptée? Est-ce que vous n'aviez pas suffisamment de résultats de fonctionnement, ou alors le peu que vous avez, vous l'avez gardé pour conforter le fonctionnement? Là encore, ce sont des questions naturelles que je me pose. Et je vais encore plus loin dans mon analyse sur la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, quand je lis le rapport. Et qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je note sur ça, sur la capacité d'autofinancement? Eh bien, je retiens une chose, c'est que nous avons eu l'occasion de porter justement des observations sur le budget primitif 2023, sur cette capacité d'autofinancement que nous avions trouvé surestimée. C'était notre vision. Et nous disions quoi? Nous disions que nous considérions à l'époque que c'était artificiellement gonflé. Et je rappelle que dans ce rapport, vous avez annoncé fièrement, et je vous cite, que les efforts de limitation de la progression des dépenses de fonctionnement doivent permettre de dégager une épargne brute de 102 millions. Retenez bien ce chiffre, 102 millions d'euros en 2023. Les charges financières estimées à 26 millions. L'amortissement contractuel de la dette s'établit à 68 millions pour 2023. L'épargne nette ressortirait ainsi, compte tenu de ces prévisions, à 33 millions. Vous l'avez dit, c'est écrit. Quand je regarde au BP 2022, nous avions une capacité d'autofinancement brut de l'ordre de 77 millions. J'arrondis. 77 millions avec un montant d'amortissement de la dette en capital de 61 700 000. Donc une épargne nette de l'ordre de 15 700 000 au BP 2022. Donc l'épargne nette est dans mon raisonnement, c'est ce que je me dis. Donc je suis la trajectoire que vous nous donnez. Et je me dis que l'épargne nette aurait donc plus que doublé en 2023. 33 700 000 contre 15 700 000 en 2022.
Or, qu'est-ce que je constate dans l'analyse des chiffres? Eh bien, c'est que la charge de la dette, c'est-à-dire intérêt plus remboursement en capital, elle passe de 77 millions en 2022 à 94 millions au BP 2023, ce qui représente une augmentation de plus de 17 millions. C'est-à-dire l'équivalent de l'action économique qui compte 82 millions d'euros ou encore de l'aménagement du territoire, 69 millions d'euros. Donc, ce résultat qui a été présenté comme un résultat vertueux, il a été obtenu, selon nous, par une majoration des recettes, notamment fiscales, et une minoration des dépenses qui aboutissent à une CAF que nous avons considérée comme artificiellement gonflée. Eh bien, et Daniel Marie-Sainte l'a dit, je n'ai pas eu le courage comme lui de pointer les 800 pages. Mais je suis allé chercher, Président, ce que j'appelle les détecteurs de particularité, c'est-à-dire les éléments clés qui nous permettent de relier les grandes masses. Et qu'est-ce que je déduis, selon moi, puisque vous ne l'avez pas dans le rapport? Je constate que l'épargne brute au compte administratif 2023, il serait de l'ordre de 90 millions, puisque nous avons un montant de recettes de fonctionnement de 1,152 milliard et 1,062 milliard en dépenses de fonctionnement. Donc l'épargne nette en 2023, lorsqu'on applique le remboursement de la dette capitale, puisque vous l'avez mis dans votre rapport, de l'ordre de 66 millions, donc 90 millions moins ces 66 millions nous donne 24 millions. Donc je vois que le résultat de l'épargne nette en 2023 au titre du compte administratif 2023 ne reflète pas les prévisions de 33 millions que vous avez apportées. Donc on s'interroge. Là encore, je ne me moque pas des chiffres, je les interprète et je fais parler ces chiffres-là pour comprendre ce qui se passe. Donc, je finis par me dire que l'exécution du budget 2023, au-delà de la cyberattaque, reflète surtout, je ne vais pas parler d'incapacité parce que je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais en tout cas une difficulté de la gestion à mettre en œuvre justement ces prévisions qui avaient été annoncées. Et aujourd'hui, on voit dans la réalité, dans l'actualité, la crise du BTP apporte une illustration douloureuse. Le collègue Hernan Donat en a fait les frais récemment, même s'il s'est bien débrouillé, je le reconnais. Il a une expérience, il a pu ramener une certaine assurance, mais il y a une réalité qui est là. Et cette réalité, c'est quoi? Elle se traduit par quoi, cette réalité douloureuse pour l'économie, pour nos acteurs économiques? Eh bien, c'est le délai moyen de paiement de la collectivité qui est de près de 90 jours au lieu des 30 jours légaux. Donc, forcément, on se pose des questions. Et là où on se pose des questions, et je vais m'adresser au président de la commission pour dire que le seul argument qui consiste à dire, voilà, il y a une enveloppe de 250 millions qui nous plombe, donc nous ne pouvons rien faire. Je dis non, collègue, je ne te suis pas là-dessus. Tu es responsable. Nous sommes tous responsables ici, aux yeux du peuple martiniquais. Je dis bien, nous sommes tous responsables. Je ne me défie pas, je ne me dédouane pas. Mais je me dis que ça ne peut pas être un argument. Ne soyons pas dans le déni. Rappelez-vous ce que le CGSM avait dit lors de la présentation du budget. Le CGSM avait fait quand même une remarque qui était judicieuse. Je ne sais pas si je l'ai emmenée avec moi. J'avais noté des éléments qui avaient été rapportés à l'époque par le CGSM, en tout cas qui mettaient en avant justement cette précaution que nous devrions prendre. Le CGSM disait quoi à l'époque sur le BP 2023? Eh bien que le pouvoir fiscal de la collectivité appréhendé sous l'angle de l'autonomie reste limité et la marge de manœuvre est quasi nulle pour la section de fonctionnement. D'autre part, les recettes fiscales indirectes dépendent au moins en partie, je dirais, de paramètres dont la CTM ne possède pas l'entière maîtrise. Donc, on sait très bien qu'il y a une réalité qui est là. On sait très bien que vous affrontez une réalité. Donc, nous ne sommes pas dans une démagogie politicienne pour simplement vous accabler. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut dire, il faut que le peuple martiniquais comprenne cet avertissement du CGSM. Le CGSM disait que, dans son avis, il est clair que la situation financière de la CTM est tributaire des charges et des produits de fonctionnement, mais aussi du coût de l'emprunt et des contraintes pesant sur l'investissement
l'investissement local. Et c'était une forme de vigilance. Cette recommandation du CSSM, c'était une vigilance sur d'éventuels risques de dégradation des principaux indicateurs tels que l'épargne brute et la capacité d'autofinancement. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal et sain de notre part que lorsque nous constatons qu'il n'y a pas de virement de la section de fonctionnement qui était prévue à hauteur de 46 millions, lorsque nous constatons que le niveau de réalisation des investissements est limité à 46%, lorsque nous constatons que les prévisions de la CAF ne sont pas au rendez-vous, donc ce sont des indicateurs qui nous interpellent et qui nous disent que la collectivité, effectivement, dans une situation qui est difficile. Nous le reconnaissons. Nous sommes passés par là avant vous sur la collectivité. Donc, aujourd'hui, ne soyons pas dans ce déni pour dire au peuple martiniquais, eh bien, si la collectivité, si les comptes sont dans cette situation, c'est parce qu'il y a une enveloppe de 250 millions de factures qu'on n'a pas encore trouvées. Eh bien, si vous le dites et que vous ne l'écrivez pas, vous ne rassurez pas vos prêteurs financiers. Vous ne rassurez pas vos accompagnateurs financiers. Parce que vous dites ce que vous n'écrivez pas. Ou alors vous n'écrivez pas ce que vous dites. Il y a un problème. Alors, soyons cohérents. Soyons cohérents et regardons les chiffres. Et je ne crois pas que le compte de gestion du percepteur tout à l'heure, du trésorier, pardon, viendra nous dire eh bien, qu'il y a une enveloppe de 250 millions qu'on n'a pas encore trouvée. Parlons sur les chiffres qui sont donnés. Les chiffres officiels qui sont là et un compte administratif. Donc, par conséquent, ces histoires de 250 millions, messieurs, vous en faites votre affaire. Dites-nous clairement la situation aujourd'hui telle qu'elle est. Et nous sommes conscients que la difficulté, oui, elle existe. Nous ne sommes pas utopiques à ce point. Nous savons qu'il y a une réalité qui est là. Et que nous souhaiterions aujourd'hui, eh bien, que l'honnêteté d'Alfred Marie-Jeanne, qui avait une plume respectée dans le monde, qui avait une plume respectée dans le monde financier, eh bien que cet honneur soit respecté. Oui, parce que Alfred Marie-Jeanne, président de la CTM, a œuvré avec honneur, avec conviction pour faire avancer la Martinique. Et aujourd'hui, nous trouvons que c'est une forme de démagogie de venir mettre en doute sa gestion. Alors, si vous estimez qu'il y a des écritures, parce que là, vous parlez de dissimulation d'écriture. Là, lorsque nous disons qu'il y a des écritures qui ne sont pas comptabilisées, qui n'apparaissent pas, là, nous sommes dans des écritures illicites. Il y a dissimulation d'écriture. Ça veut dire que tous les éléments qui ont été présentés ont été faux. OK? Donc, ça veut dire tout ça. Il y a l'erreur, il peut y avoir l'erreur. Mais messieurs, vous faites un procès d'intention que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter. Non, parce que vous-même, on se demande même si vous maîtrisez ce chiffre-là de 250 millions. Puisque ça fait un moment qu'on vous le demande et vous n'êtes pas capable de le mettre. Mettez-le en annexe. Mettez en annexe les écritures que vous avez trouvées. Et là, à ce moment, nous comprendrons. Voilà. Merci, Président. Je m'excuse d'avoir été long, mais il est important que le peuple martiniquais comprenne que la comptabilité est une science exacte et qu'on ne vient pas paraphraser autour pour dire voilà, si on n'a pas fait. Parce que n'oubliez pas une chose, et je vous le redis encore, le peuple martiniquais vous a confié la gestion de la collectivité territoriale de Martinique. Donc pour réaliser ce que les autres n'ont pas su faire. Donc aujourd'hui, ne revenez pas à chaque fois, ne revenez pas à chaque fois pour dire que, eh bien, on ne peut pas le faire parce que ceci. Vous n'oubliez pas que c'est vous qui avez dit que la Martinique était à l'arrêt. Donc ne venez pas nous dire qu'avec 46% d'investissement, que la Martinique marche. Non. Vous vous êtes improvisé comme de grands mécaniciens de la politique martiniquaise. On veut bien. Mais quand le peuple martiniquais vient aujourd'hui réclamer le véhicule que vous avez dit qui est à l'arrêt, vous lui dites mais non, c'est pas typique Bretζouti, mais c'est pas typique toute une vis là, nous ne pouvons pas faire rien. C'est pas normal. Voilà. Donc, non Didier, je t'arrête. Ce que je veux dire que, non Didier, je sais très bien ce que je dis et je n'ai pas à me calmer, je ne suis pas fâché. Je parle avec conviction et je parle avec respect. Et je veux te dire tout simplement, c'est un débat Didier. C'est un débat de chiffres et je n'ai porté aucun jugement de valeur. Je l'ai dit. Mais simplement, je dis qu'il y a des éléments qui nous interpellent qui interpellent aussi le peuple martiniquais. Merci, donc, Marius. il est de notre devoir de le dire et je tenais à le signaler. Merci. Merci.
Merci.